Donc nous allons voir ensemble la physiopathologie des syndromes coronariens aigus. Voici donc l'objectif pédagogique, ça correspond à l'item 339 du programme de l'ECN. Voici mes liens d'intérêt potentiels qui n'ont pas grand-chose à voir avec la présentation actuelle. Et donc nous verrons ensemble la maladie coronaire, la physiopathologie de la maladie coronaire, le principe d'inadéquation besoin-apport en oxygène et enfin la cascade ischémique. Alors en ce qui concerne la maladie coronaire, c'est tout simplement la conséquence de la formation de plaques athéromateuses dans la paroi artérielle. C'est en fait un phénomène de rupture, fissuration et érosion d'une plaque préexistante qui va favoriser la formation de thrombus endoluminaux. Et donc il peut y avoir plusieurs manifestations. Ça peut être non occlusif, et auquel cas ça sera peu symptomatique. Ça peut se fragmenter, émigrer et donner une occlusion capillaire distale, ou être totalement occlusif d'emblée ou secondairement. Donc il y a plusieurs manifestations qui vont résulter de cela. Soit c'est totalement asymptomatique et c'est découvert fortuite lors d'une coronarographie, soit vous avez une lésion athérothrombotique aiguë qui va être responsable d'un syndrome coronaire aigu. Si vous avez une réduction de la lumière coronaire, vous pouvez avoir un angor stable survenant à l'effort. Alors ça, c'est juste l'illustration de ce que je viens de vous dire. Vous avez donc au départ une plaque d'athérome qui se forme donc sur la paroi d'une des artères coronaires avec un flux vasculaire qui continue de passer autour. Puis celle-ci va s'éroder et faire une rupture de plaque. Il va y avoir en fait la cicatrisation de cette plaque par l'activation et une agrégation plaquettaire, et c'est ça qui va générer une obstruction complète de la lumière vasculaire. Alors si l'occlusion elle est aiguë, ça va donner une nécrose myocardique. Si bien sûr l'occlusion elle est prolongée et aiguë au niveau d'un tronc épicardique, c'est-à-dire au niveau de la racine des coronaires, vous allez avoir donc une nécrose étendue et une altération de la fonction ventriculaire plus ou moins intense. Et si cette plaque se rompt et va donc migrer dans le lit d'aval, vous allez généralement une nécrose rudimentaire avec peu de traduction clinique puisque ça va atteindre une zone très distale perfusée par la coronaire. Le principe d'inadéquation besoin-apport en oxygène est extrêmement important puisque c'est ça qui va expliquer le phénomène douloureux du syndrome coronarien aigu ou de l'angor. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'apport sanguin au myocarde, il est assuré par la circulation coronaire qui est essentiellement perfusée en diastole puisque lors de la systole, les coronaires sont complètement écrasés par le muscle cardiaque. Et la capacité de la perfusion coronaire est un phénomène d'adaptation où lorsque vous demandez un effort à votre cœur, le débit coronaire peut se démultiplier jusqu'à 5 fois le débit basal par un phénomène de vasodilatation des sphincters précapillaires. Alors quand vous avez une maladie coronaire athéromateuse, vous avez d'une part les capacités vasodilatatrices des coronaires qui sont altérés puisque vous avez une diminution de la production de NO et donc une diminution des capacités vasodilatatrices, et puis vous avez surtout une amputation de la réserve de dilatation coronaire en aval des sténoses puisque celles-ci ne peuvent pas se dilater en aval, et donc si vous avez une réduction à 50 à 70% de la lumière, vous allez avoir un phénomène d'ischémie d'effort, parce que c'est quand vous allez demander plus d'oxygène, plus d'apport en oxygène, que cette vasodilatation et cette adaptation du débit coronaire ne va pas pouvoir se faire. Et si vous avez plus de 90% de réduction, vous avez un débit sanguin coronaire qui va être altéré même au repos, et à ce moment-là, vous avez une ischémie permanente. Les besoins en oxygène myocardite vont dépendre de la fréquence cardiaque, de la contractilité myocardite et de la tension partiétale du VG, qui elle-même dépend des dimensions du ventricule gauche, qui dépend de la précharge, c'est la pression télédiastolique du ventricule gauche, et de la postcharge, qui est la pression artérielle systolique.
pour s'adapter à l'augmentation des besoins en oxygène, il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation de la pression artérielle systolique. Et donc, l'angor, c'est tout simplement une adéquation entre les besoins en oxygène du myocarde et les apports par la circulation coronarienne. Ça va pouvoir avoir la conséquence, ça va être une ischémie myocardique et c'est ça qui va entraîner le phénomène douloureux. Il y a mise en place d'une cascade ischémique cette cascade va donc débuter par une diminution de la perfusion myocardique, une altération de la contractilité du segment myocardique et ce qui donne la douleur angineuse à l'effort, puis vous avez une modification ECG, plus ou moins des troubles du rythme ventriculaire et la douleur angineuse in fine